Aujourd'hui, une personne âgée autonome et bien portante est souvent désireuse de s'impliquer dans la vie de son quartier, de transmettre ses compétences, son métier, son expérience. Certaines se débrouillent même pour faire venir à elles les plus jeunes et en faire leurs élèves. Je continue sur la ligne et je descends comme ça? Oui, c'est ça. J'adore ce métier. J'adore apprendre à des jeunes comme elle. Tu as quel âge? 20 ans? 20 ans. 20 ans. C'est merveilleux d'apprendre à relire et j'espère qu'elle en fera toute sa vie. Ouais. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Dans le cadre de mes études, on me propose de travailler avec des instruments très modernes, des machines à la pointe de la technologie. Et c'est très complémentaire du coup avec ce que je peux apprendre ici. Et après, tu prendras ça et tu colleras bien. On n'apprend pas seulement à relier des livres, c'est un moment où on peut discuter. On rencontre plein de gens de tous âges en fait, qui viennent apprendre la reliure. Et c'est une atmosphère très particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Maman, j'ai un petit souci là, un petit décalage là, il n'est pas bien. Quand je me suis arrêtée de travailler, la première chose que je me suis dit, c'est je vais profiter du savoir de maman. Oui, tu vois, il y a une petite... Ça me fait très plaisir d'avoir une fille qui fait de la reliure avec moi, parce que ensuite, après, quand je serai plus là, cette pièce sera à elle, avec tout le matériel. Elle donnera probablement aussi des cours, parce qu'elle est très douée. Je trouve que c'est une richesse énorme de se dire que sa maman peut vous apprendre quelque chose et je la vois heureuse et nous on est heureux et chaque mardi on est content de se dire qu'on va se retrouver et parler et apprendre. Les seniors peuvent également recevoir de la part des plus jeunes. Aujourd'hui, au lycée agricole de Nermont, des élèves préparent leur matériel informatique pour animer un atelier d'apprentissage numérique. Le projet Perche Digital Senior a pour but d'initier les seniors au numérique, de leur faire prendre confiance, mais également de pouvoir être autonomes et de ne pas se sentir isolés. Aujourd'hui, on va parler des recherches sur Internet. D'accord? Tout à l'heure, il y avait écrit déconnecté, ici, maintenant, il y a écrit connecté. Moi, je suis là pour accompagner les seniors vers l'informatique, là pour les aider, pour être à l'écoute. On passe un bon moment ensemble. C'est important de se servir d'Internet pour toutes les informations qu'on a besoin, que ce soit pour les impôts, pour plein de trucs. Il faut arriver à évoluer, suivre tout ce qui se passe à l'heure. Et ça va à une vitesse qu'on a du mal à suivre. On a tous besoin les uns des autres. Les jeunes ont besoin des seniors et les seniors ont besoin des jeunes. Ça fait plaisir parce qu'on se dit que eux, ils nous en ont transmis, donc maintenant, nous, on leur en transmet aussi. Ce projet est bénéfique à tout point de vue, ça crée du lien social, du lien intergénérationnel dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Tout le monde a besoin de transmettre. Mais comment faire en EHPAD, ce lieu de vie où les résidents viennent d'horizons si différents? Il y a quelques années, j'ai mené un atelier thérapeutique d'écriture et puis ma collègue Lisa, qui est psychomotricienne, dans cette continuité, a pu mener un atelier de stimulation cognitive. On s'est demandé si on ne pouvait pas construire un dispositif thérapeutique autour de cette idée de transmission, de recueil de mémoire, de recueil d'expériences, de récits de vie. Donc on a créé l'atelier de rédaction du magazine du 127 bis. Les enfants ont été surpris par certaines histoires qui sont sorties dans le magazine, notamment un résident qui a parlé de son expérience professionnelle, où les enfants sont venus nous dire « on a appris des choses sur notre père qu'on ne savait pas ». Et donc ils étaient ravis de pouvoir avoir ces sujets de conversation-là avec leur papa. Et ça a fait ça à peu près dans toutes les familles des résidents qui participent. Et du coup, ça fait un sujet de conversation entre eux. On a développé une manière de travailler avec ce magazine qui vient stimuler plein de capacités, notamment les capacités cognitives. Mais je reste persuadée que la transmission est un excellent outil thérapeutique pour que les personnes âgées puissent vivre au mieux cette étape de vie. Merci à tous d'être présents. Effectivement, on va prendre le temps, mais je vais quand même faire le rodateur pour qu'on soit dans le timing. Première question à Ariane. Ariane, on peut transmettre de l'argent, ça s'appelle un héritage. En revanche, à en croire Platon, l'expérience n'est pas transmissible. Si l'expérience était transmissible, les enfants, les bébés naîtraient avec des cheveux gris. Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre et pourquoi transmettre ? Alors, moi, cette citation de Platon,
m'interroge, il rigole parce qu'il sait ce que je vais dire, m'interroge vraiment sur la définition de l'expérience. Et comme j'ai que 3 minutes pour vous répondre, eh ben, je vais juste vous proposer de rester, que chacun d'entre nous reste sur sa propre représentation de son expérience, de la manière dont il a de le mettre au service des autres et éventuellement le sentiment de satisfaction qu'il en retire. Alors, tu citais Platon, moi je vais citer Sartre. Et je trouve que Sartre nous a fait une belle ouverture pour penser la transmission intergénérationnelle. Il disait que l'homme est la somme de ses actes. Chaque génération ne repart jamais de zéro. Si on bénéficiait pas des acquis de nos anciens, il n'y aurait tout simplement pas d'évolution. Alors, on peut tous transmettre quelque chose, et c'est encore plus vrai pour les personnes âgées qui ont acquis un grand nombre de connaissances. Alors, si on ne va pas contrarier Platon, si on ne transmet pas l'expérience, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet des perspectives, des chemins, des possibilités, et par de nombreux biais, les émotions, les ressentis, les savoir-faire, les connaissances, et on peut utiliser toutes sortes de biais, l'enseignement, l'histoire, les récits, et encore plein d'autres choses. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour les personnes vivant en EHPAD de transmettre ? Moi, je répondrai très simplement, et c'est au cœur de notre sujet aujourd'hui, pour favoriser le sentiment d'utilité. Ce sentiment d'utilité qui est souvent très mis à mal par la situation de dépendance et qui est aussi à la source de syndromes anxio-dépressifs. Je rappelle qu'il y a 35% de personnes âgées, de résidents qui vivent en EHPAD, qui souffrent d'états dépressifs. Et je pense que c'est probablement un chiffre sous-évalué encore. Alors, ce sentiment d'utilité permet de donner du sens. Si je sais à quoi je sers, alors je peux mettre du sens à mon existence. Et du coup, éventuellement, pouvoir jouir de ce que la vie me propose. Alors, moi, je me suis penchée sur les travaux de Boris Cyrulnik particulièrement, et tout son concept sur la résilience qui nous permet de penser, de comprendre que le soutien affectif et la capacité à mettre du sens sur ce qu'on vit sont nos meilleurs atouts pour faire face. Et on peut facilement imaginer que l'installation en EHPAD et la fin de vie soulignée de polypathologie, de polyhandicap, soit une étape de vie compliquée. Alors, c'est mon métier à moi, pouvoir accompagner des personnes qui sont âgées, qui sont en souffrance, et qui ne vivent pas toujours leur fin de vie de manière sereine. Alors, entouré d'autres professionnels, comme vous avez pu le voir sur la vidéo qui vous a été présentée avant, je pense des dispositifs thérapeutiques pour aider les personnes âgées à retrouver du sens. Et le magazine du 127 bis, qu'on vous a illustré juste avant, s'inscrit tout à fait dans cette philosophie où ma collègue Lisa, psychomotricienne, et moi-même, on utilise la transmission des savoirs et des expériences comme outil à trouver du sens. Soit dit au passage, un certain nombre d'exemplaires, je crois 200 exemplaires de ce magazine sont à votre disposition à l'accueil. Et à ce propos, je crois qu'on a reçu une très belle lettre d'une des résidentes. Alors si tu veux bien nous la lire. Alors effectivement, j'ai une des participantes qui m'a écrit cette semaine. En fait, c'est sa fille qui a recueilli ses propos et qui m'a écrit par mail son témoignage et qui souhaitait que je le lise aujourd'hui. Alors... Je m'appelle Monique et j'ai 86 ans. Je suis atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2011. C'est une maladie invalidante, fatigante et le gros problème est qu'on ne sait jamais, en se levant le matin, si on va être bien ou mal. Mais c'est une maladie où on continue à vivre, à aimer, à faire plein de choses. Par exemple, à l'EHPAD Corian-Saint-Simon, où je réside depuis 4 ans, grâce aux services efficaces, bienveillants, affectueux et plein d'enseignements d'un personnel adorable, je participe à nombre d'activités distrayantes, ludiques et instructives. En particulier, je fais partie du comité de rédaction du journal Le 127 bis, où nous traitons collégialement de thèmes divers, selon les goûts de chacun, des sujets d'actualité, d'art, de voyage, de littérature, de géographie, de cuisine, etc. Nous y relatons également nos souvenirs d'anciens, car la transmission nous semble être un des éléments très importants de l'âge et nous aimons faire connaître aux jeunes générations ce qu'a pu être notre vie lorsque nous avions leur âge. Alors je veux dire à tous, gardez l'espoir et le sourire, car même si physiquement cette maladie sournoise ne nous trouve pas toujours au top, notre esprit, lui,
Reste vif, alerte et toujours en quête des petits plaisirs que la vie peut nous apporter. Bon courage à toutes et à tous. Voilà, magnifique, magnifique. Alors, si vous en êtes d'accord, on va solliciter Éric Chartier, comédien et, je le répète, performeur. Éric, vous côtoyez les grands auteurs, vous côtoyez également le grand public devant qui vous jouez régulièrement au théâtre, et vous côtoyez également les écoles. Alors, expliquez-nous cela, et puis on aimerait bien avoir une petite démonstration en prime. Donc, d'abord, j'interviens dans les EHPAD et dans l'université permanente depuis plus de 30 ans. Donc j'ai tout un public qui est évidemment dans cette catégorie d'âge, et l'autre public étant les lycéens et les étudiants. Voilà, pas de l'autre. Moi, je tente de faire connaître quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup au théâtre, qui est la littérature, n'est-ce pas? Comment une écriture littéraire peut-elle devenir dramatique et ainsi être diffusée d'une autre manière que celle de la lecture, ce qui n'empêche pas la lecture, bien entendu, mais qui a tendance à la faciliter et à ouvrir un public qui n'est pas forcément un grand public lecteur, de manière à pouvoir accéder à tout ce patrimoine. Et alors je me suis, évidemment, en 40 ans, parce que c'est ma spécialité absolue, n'est-ce pas? Je ne fais plus de théâtre depuis 40 ans, hein, donc je ne suis pas vraiment comédien, au fond. Hein. Et donc, je me suis aperçu, en fait, que l'oreille, les sens, étaient des instruments d'acquisition intellectuelle, en tout cas en ce qui concerne la littérature ou la philosophie, extrêmement intelligents. C'est-à-dire que l'oreille comprend des choses que l'intellect ne comprend pas. Et donc, il y a là d'immenses portes qui s'ouvrent, qui se sont ouvertes pour justement ceux qui ont un petit peu de mal. Et donc, dans mes interventions dans les EHPAD, par exemple, qui n'est pas une longue expérience pour moi encore, mais j'ai noté que j'avais affaire à un public extrêmement émotif et assez subtil, je dirais, à ma surprise quand même. C'est-à-dire que des ouvrages qui ne sont pas réputés si faciles passaient très très bien auprès des pensionnaires. Alors, Éric, si tu peux effectivement nous faire une petite présentation, une démonstration peut-être pour être plus explicite. Oui, alors je donne Madame Bovary en ce moment, avec d'autres textes d'ailleurs. J'ai 3 spectacles en ce moment à Paris. Donc Madame Bovary, par exemple. Allons-y pour Madame Bovary. Donc, alors Emma se trouve en face du chanteur à l'opéra, là, et elle est toute émoustillée par toute ce lyrisme, n'est-ce pas, hein? Il devait avoir, pensait-elle, un intarissable amour pour en déverser sur la foule à si larges effluves. Toutes ces velléités de dénigrement s'évanouissaient sous la poésie du rôle qui l'envahissait et entraîné vers l'homme par l'illusion du personnage. Elle tâcha de se figurer sa vie, cette vie retentissante, extraordinaire, splendide, et qu'elle aurait pu mener cependant si le hasard l'avait voulu. Ils se seraient connus, ils se seraient aimés, avec lui, par tous les royaumes de l'Europe, elle aurait voyagé, partageant ses fatigues et son orgueil, ramassant les fleurs qu'on lui jetait, brodant elle-même ses costumes. Puis, chaque soir, au fond d'une loge, derrière la grille à treillis d'or, elle eût recueilli béante
les expansions de cette âme qui n'aurait chanté que pour elle seule de la scène. Tout en jouant, il l'aurait regardée. Mais une folie l'a saisie. Il la regardait, c'est sûr. Elle eut envie de courir dans ses bras pour se réfugier en sa force, comme dans l'incarnation de l'amour même, de lui dire, de s'écrier « Enlève-moi, emmène-moi, partons, à toi, toutes mes ardeurs et tous mes rêves !» Merci, merci Eric. Alors, juste une information, Eric a 30 heures de texte dans la tête. Et donc, il fait beaucoup de transmissions, effectivement, notamment dans les lycées et les collèges. Alors, on va venir à un autre exemple de transmission, mais pour le coup, changement de repère, un peu inversé, transmission jeune vers aîné, avec Élodie, qu'on a eu le plaisir de voir dans le petit film. Élodie, alors, ma question à ton attention, et on l'a compris dans le film, aujourd'hui, pour déclarer ses impôts, il faut aller sur Internet, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, il faut aller sur Internet, pour un dossier de reversion de retraite, il faut aller sur Internet, pour échanger, dialoguer avec sa parentèle, il faut aller sur Internet. Et donc face à cette société du tout numérique, qui peut être une terrible machine à exclure, ce qu'on comprend, le Perche Digital Senior est une très très belle initiative qui puise vraiment au meilleur de l'éducation populaire. Alors, est-ce que tu peux nous en expliquer la genèse ? Oui, bonjour à tous. Ce que je retiens dans cette question, c'est une machine à exclure. Et moi, une machine à exclure, ça me ramène en fait au tout commencement de notre projet, Perche Digital Senior. Il faut savoir que ce projet, avant de le réaliser, on a mené une étude pendant 1 an sur un panel de 100 seniors à peu près, où on a travaillé avec eux, on a co-construit un projet, ils ont été acteurs de ce projet-là, c'est pas que nous, et avec les jeunes. Et ce qui revenait souvent dans les entretiens semi-directifs notamment, c'était ce sentiment de ne plus être en phase avec la société. Je me souviens vraiment d'un monsieur qui m'a dit « Mais moi, Élodie, j'ai l'impression que je ne suis plus en phase pour faire mes impôts. » Effectivement, ça c'était la grosse problématique. Je ne sais pas comment je vais faire, je dépends de ma fille, je dépends de mes petits-enfants. Vraiment, ça les mettait dans un sentiment d'inconfort. Et puis, toutes ces évolutions numériques, quelque part, les effrayaient. La peur de ne pas savoir faire, la peur de ne pas y arriver, la peur de casser l'ordinateur si on le touche, et tout ce qui s'ensuit. Et alors, il y avait cette volonté d'y arriver, cette volonté quand même de pouvoir appartenir à des petits groupes, des petits ateliers, mais une réelle peur. Et donc, c'est vrai que quand les phrases revenaient « je ne sais pas faire », je n'y arrive pas, je ne suis plus en phase avec la société, ça me ramenait un petit peu à penser, si je ne suis plus en phase avec ma société, quelque part, je n'y appartiens plus vraiment. Et si je n'appartiens plus à une société, je ne suis plus vraiment. Et c'est assez terrible quand même d'entendre ce genre de discours. Donc nous, en fait, on a porté notre réflexion sur un projet qui permettrait de réunir déjà donc les générations et de travailler la transmission des savoir-faire entre générations. Le but, c'est de faire de cette barrière, de cette fracture numérique, plutôt un multiplicateur social, de lien social. Donc ce projet intergénérationnel a été réellement un carrefour d'échanges et d'initiatives portés par les jeunes, certes, mais également par les seniors. Ils ont vraiment avancé main dans la main, ensemble, vers l'acquisition de nouvelles compétences, de compétences solidaires. Donc c'était vraiment un échange de transmission. Ce n'était pas que les jeunes vers les seniors, c'était aussi les seniors vers les jeunes. Donc on a créé ces ateliers numériques qui se déroulaient donc sur 10 séances, 10 mois. Et puis, arrivé à la fin des 10 mois, les seniors nous ont dit c'était génial, on a aimé, mais c'est déjà terminé. Et moi, je vais tout seul devant mon ordinateur et je ne suis pas rassurée. Donc on s'est dit, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce projet-là. On a créé donc des séances qu'on nomme de perfectionnement, qui sont des temps un peu plus informels, où il n'y a pas vraiment de cours cette fois-ci, mais où vraiment on répond aux besoins, aux demandes individuelles, où les jeunes accompagnent vraiment individuellement les seniors dans leurs besoins d'apprentissage. Et du coup, il y a beaucoup plus d'échanges, c'est effectivement aussi beaucoup plus riche. Et puis on a décidé de créer le label Passeur d'usage.
Donc en fait, passeur d'usage, c'est une courte formation qu'on donne à nos jeunes avec un petit kit pour leur permettre vraiment d'accompagner correctement les seniors, ou au mieux du moins. Après, bon, ça se fait au feeling, bien évidemment, hein. Mais ça permet aussi un engagement civique. Et ce label passeur d'usage, ça n'est pas que pour les jeunes, hein, tout le monde peut s'y inscrire. Et le but, c'est de pouvoir pérenniser les séances, toujours de manière gratuite, au sein des communes, sous forme de petits ateliers ou d'un club même. Voilà. Merci beaucoup Élodie. Et c'est vraiment intéressant ce label passeur d'usage. Alors je m'adresse à Georges, à Madame la députée, en votre qualité de représentante de la nation. À quoi pensaient nos pères fondateurs en 1848 lorsqu'ils ont ajouté le terme fraternité à notre devise républicaine, sachant qu'aujourd'hui on a davantage l'impression de l'avoir effectivement sur les frontons des édifices publics que sur les visages? Merci. Alors d'abord, je voulais vous féliciter pour le travail que vous faites, notamment sur le 20e, puisque nous avons 3 résidences Corian sur le 20e. Et c'est vrai que je pense que ce qui s'y fait est déjà l'illustration d'une forme de fraternité à l'égard de nos aînés. C'est vrai que dans notre devise républicaine, le mot fraternité existe depuis 1848, mais on a parfois l'impression que c'est celui qui est le moins pris en considération. Tout le monde se bat beaucoup pour les libertés. Sur l'égalité, c'est aussi un combat de tous les jours. La fraternité, on a l'impression que c'est un peu le parent pauvre de cette devise. Or, c'est essentiel, puisque, me semble-t-il, c'est pourquoi en 1848, j'adore d'ailleurs la révolution de 1848, vous savez que c'était dans le gouvernement révolutionnaire, il y avait Lamartine, dont tout le monde sait que c'est un grand poète, mais on oublie qu'il s'est beaucoup battu pour la défense des plus pauvres, des plus vulnérables, et notamment pour l'abolition de l'esclavage. Bon. Et le fait d'avoir introduit ce 3e terme c'est introduit la notion de solidarité, non seulement de fraternité, mais aussi d'attention aux plus vulnérables, aux gens qui ont besoin de notre solidarité. Et dans notre société, malheureusement, nous sommes une société aujourd'hui beaucoup de performance, où il y a, avec Internet justement, c'est l'immédiateté, il faut que tout aille très vite. Et par conséquent, les personnes âgées qui représentent peut-être plutôt ce qui s'est fait hier, qui ont une expérience qui a été acquise dans la durée, ne sont plus vraiment à la mode. Et je crois que c'est quelque chose à quoi nous devons être attentifs. Parce que nous perdrions beaucoup si, justement, avec cette séduction de la jeunesse, de la beauté et de l'immédiateté, nous oublions qu'il y a des fondamentaux dans une société. Et effectivement, le fait d'avoir une société qui est attentive aux plus âgés, qui est attentive aux plus pauvres, qui est attentive à ceux qui se déplacent difficilement, eh bien ça, c'est important, et c'est important pour tout le monde. Par exemple, pour les déplacements, quand dans le métro ou ailleurs, on fait attention aux personnes handicapées en mettant des plantes plus douces, en permettant aux gens d'avoir des appuis, eh bien, finalement, ça profite à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro avec des petites valisettes, là, quand on part en vacances, c'est souvent compliqué. De la même manière, dans les écoles, l'idée de dire qu'on allait introduire dans les écoles avec des enfants porteurs de handicap, c'était une idée qui était assez inattendue, révolutionnaire. Or, on s'aperçoit qu'en définitive, à condition de s'y prendre comme il faut et que les enseignants soient aidés, eh bien, c'est un plus pour tout le monde que d'apprendre depuis qu'on est jeune la différence. Et la place que nous ferons de plus en plus à nos personnes âgées en ville, ça sera aussi un marqueur du degré d'évolution de notre société. Il ne faut pas qu'on les oublie dans des sortes d'endroits à part, parce qu'on ne veut pas entendre parler de la vieillesse, on ne veut pas entendre parler de la mort. Il faut bien qu'on se dise que tout ça fait partie de notre vie, et comme vous disiez tout à l'heure, eh bien, ça va être ce que nous serons aussi demain. Et par conséquent, c'est cette solidarité entre les générations, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui tout à fait essentiel. Je voudrais dire que le principe de fraternité, eh bien, il vient d'avoir une consécration assez spectaculaire dans une décision récente du Conseil constitutionnel, puisque il y avait des gens qui étaient poursuivis parce qu'ils avaient aidé à faire passer des étrangers de l'Italie en France. Et ils ont été poursuivis justement pour n'avoir pas respecté la loi et d'avoir aidé un séjour irrégulier d'étrangers en France. Et le Conseil constitutionnel a dit « oui, mais à partir du moment où vous voyez arriver des gens qui sont en grande difficulté, qui ont les pieds dans la neige, etc., il y a un devoir de fraternité.
Et vous pouvez en quelque sorte enfreindre la loi, ne pas respecter la loi totalement, parce que le devoir de solidarité est un devoir constitutionnel. Donc je pense qu'aujourd'hui, des gens qui, demain, comme on a vu cette semaine, qui renversent quasiment un aveugle sur les clous, ou des sociétés qui seront trop indifférentes à leurs personnes âgées qui sont devenues vulnérables, eh bien, je pense qu'on pourra là aussi se dire, critiquer notre société en disant qu'elle manque de devoir de fraternité, et je pense que ça sera un plus pour tout le monde. Merci. Merci Madame Langevin. Eric, l'indifférence à autrui, à la vie qui nous entoure, est inhumaine, est une monstruosité, selon nombre de philosophes comme Lévinas. Comment, par votre art, vous arrivez à parler à tous, à créer de la connivence dans un public entre des personnes, des individus très différents? Il y a l'émotion qui se partage. Il y a quelque chose dans tout ce patrimoine qui nous est commun. Il y a le fait de se sentir à la fois écoutant et à la fois participant. Parce que ce genre de travail tente à exciter l'imaginaire et que cet imaginaire se met en mouvement dans une respiration qui est collective, qui est relié à l'interprète, parce que si l'interprète, lui, respire mal, le public respire mal. Et s'il respire mal, il s'en va, ou il s'endort, ou il fait du bruit. Et dans cette respiration collective se crée une sorte d'unité que je trouve assez mystérieuse, mais elle est réelle. Voilà ce que je pourrais dire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais enfin, ceci est essentiel. Merci Eric. Je m'adresse à nouveau à Élodie. Là aussi, de grands pédagogues nous ont expliqué que former côté enseignant, se former côté stagiaire ou apprenant, et je sais qu'il y a un certain nombre de stagiaires ici dans la salle, former ou se former, c'est aussi se refaçonner, se changer, évoluer. Et on l'a vu à travers ce bref reportage, en quoi le Perche Digital Senior a enrichi les jeunes, et y a-t-il eu des impacts, même imprévus ou insoupçonnés, côté senior? Alors, c'est un projet qui, inévitablement, de toute façon, nous a tous enrichis et a changé aussi notre perception des choses. Nous, on va dire, du côté équipe enseignante, au niveau de la création du projet, c'est vrai qu'on a eu une grande satisfaction, une certaine joie de voir que ce projet servait réellement, qu'il avait une utilité, qu'il marchait bien, qu'il fédérait. Mais ce qui a été vraiment le plus important et puis quelque part le plus touchant à nos yeux, dans un premier temps, c'est de voir déjà la fierté dans le regard de nos jeunes. Alors, il faut savoir qu'on, par exemple, on accueille des classes de 4e, 3e qu'on nomme nous découvertes, où nous avons des jeunes qui parfois sont en difficulté scolaire, voire en décrochage scolaire, ne se sentent pas forcément à leur place à l'école. Et puis là, parce que tout l'établissement participe au projet, donc tous les jeunes participent au projet. Et là, c'est vrai que par exemple, sur ces classes-là, on a remarqué vraiment une certaine fierté. Et c'était touchant parce qu'ils se sentaient utile et intelligent. On leur a souvent reproché, oui, tu n'es pas capable de, si, ça, on leur a quand même, enfin voilà. Et là, ils se sont dit, mais regardez, moi, je leur apprends quelque chose, je suis capable de leur apprendre quelque chose. Alors, il y avait des moments émouvants, certes, il y avait des moments très, très drôles aussi, des petits jeunes qui rentrent de séance et qui me disent, oh là là là, mais il faut leur expliquer 4 fois. Je dis, oui, c'est comme nous avec vous. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Ils se mettaient un peu plus à notre place et c'était assez drôle. La transmission, elle est passée aussi par le récit des histoires personnelles, du vécu de chacun, où les jeunes se disent, dis donc, avant c'était comme ça, mais c'est super, et tout un tas de choses. Et c'est vraiment ce qui a rendu ce projet vraiment très 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 riche.
Au niveau des seniors, c'est pareil. Ils n'ont pas été là uniquement pour apprendre à se servir d'un ordinateur. Sinon, ça aurait été des cours informatiques et ça n'aurait pas eu grand intérêt. Ils ont été là aussi pour apprendre aux jeunes, pour transmettre des choses aux jeunes. Et ils se sont sentis également utiles, ce qui permet de répondre à un besoin d'accomplissement qui est nécessaire à tous, de toute façon, de nos jours. Et d'estime de soi, avec la réciprocité des échanges qui se fait entre jeunes et seniors. Et d'ailleurs, ce qui était assez drôle, c'est que certains seniors qui sont arrivés au début du dispositif, qui nous ont dit « Oh là là, mais moi j'ai peur, j'y arriverai pas, etc. » Parfois, en fin de séance, nous disaient « Madame Nicolas, est-ce qu'on peut devenir, nous, passeurs d'usage ?» Bah oui, pas de problème. Et du coup, ils ont pu pérenniser dans leur commune le projet, et c'était eux les passeurs d'usage. Donc là aussi, une grande fierté. Et puis, le fait de se réunir tous les mois ensemble, de pouvoir éviter de s'isoler, et puis d'emboucher un coin aussi aux petits-enfants. T'as vu, je sais faire aussi, ça beaucoup. Et puis, ce qui était très intéressant pour finir, c'est le fait que jeunes et seniors soient restés connectés avec nous au niveau du projet. C'est-à-dire que même si les séances étaient terminées, ils s'intéressent au projet, ils nous suivent sur la page Facebook par exemple, et puis ils ont souhaité tester des innovations numériques au service du bien vieillir, donner leur avis, répondre à des questionnaires, ils s'impliquent, si on fait des réunions d'information, ils viennent vraiment avec grand plaisir. Et c'est ça qui a fait vraiment la richesse du projet, c'est qu'on a avancé ensemble, tous ensemble, on a construit ensemble, et les seniors et les jeunes ont permis de faire évoluer ce projet. Ils ont été acteurs de leur projet, c'était leur projet. Merci Élodie, et c'est vraiment effectivement intéressant. Ariane, autre question, et pour le coup je souhaite prolonger une question abordée lors de la première table ronde. Et je vais caricaturer à dessein mon propos. Entre une personne âgée issue d'un milieu bourgeois qui intègre demain une maison de retraite et une aide-soignante débutante d'origine extra-européenne, y a-t-il des risques d'incompréhension culturelle ou de malentendus liés, par exemple, à un rapport à la douleur, à la maladie, voire à la mort différents ? Et si oui, y a-t-il comment concilier le respect de la diversité, l'égale dignité de tous et la prise en soin ? Alors oui, ça va beaucoup faire écho à ce qui a été dit dans la première table ronde. On aura compris que nos modes de vie occidentaux actuels ne nous permettent pas toujours d'accueillir nos parents très dépendants à domicile de manière sereine. Alors, dans les années 90, on a inventé les EHPAD, des lieux que, assez vulgairement, j'appelle des lieux artificiels, où des gens qui n'étaient pas amenés à se rencontrer dans leur environnement habituel se rencontrent. Alors oui, on peut facilement imaginer que l'EHPAD accueille des gens venant de tout horizon, de cultures ethniques, professionnelles, sociales, religieuses complètement différents. Et ça peut arriver que ça complique l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Alors, il y aurait un piège, celui de l'universalisme. C'est celui qui consisterait à accompagner tous les individus de la même manière alors qu'ils ont des besoins complètement différents. Et dans ce cas-là, on peut facilement comprendre qu'un même et seul protocole d'hygiène de main convienne à tout le monde, et ce, peu importe l'histoire qu'on porte. Mais si on prend, comme tu disais, l'exemple de la prise en charge de la douleur, on sait que c'est une conception qui est très culture dépendante. Une même blessure n'est pas ressentie de la même manière en fonction de son histoire, de sa personnalité, de son genre, de tout ce qui fait que la personne est personne. Alors on pourrait également aussi parler de la mort et de tous les rituels qui y sont attachés. Et qui peuvent être vécus de manière très différente en fonction de sa culture, de sa personnalité, de sa religion et également de ses angoisses. Bref, on pourrait parler des heures de tous ces champs qui font que on vit tous de manière différente certaines thématiques, surtout les thématiques liées à la fin de vie. Et je me souviens particulièrement d'une résidente de 91 ans qui était issue d'un milieu social assez favorisé et qui me confiait sa difficulté à rentrer dans l'alliance avec une soignante qu'elle estimait être complètement différente. Alors quand je lui ai demandé qu'est-ce qui pourrait favoriser la communication entre vous deux, elle m'a répondu l'amour. Donc au-delà de cette réponse très attachante qui témoigne aussi du fort besoin d'attachement des personnes dépendantes,
On peut déjà lister un grand nombre d'outils qu'on possède déjà et qui nous permettent en fait de faire des passerelles entre des personnes très différentes qui fréquentent un même milieu de vie. Alors, plus tôt, on parlait du projet personnalisé, qui me paraît primordial et qui permet d'offrir un accompagnement qui respecte les capacités préservées, les habitudes de vie, l'histoire de vie des uns et des autres. Il me paraît aussi important de pouvoir s'approprier toutes les recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Donc important de se les approprier, mais aussi important de les personnaliser et de les adapter en fonction des personnes, des individus très différents qu'on rencontre. Il m'est utile de préciser, ça peut paraître aller de soi, mais de partager des moments, des activités ludiques entre soignants et soignés pour que les uns et les autres puissent se voir au-delà de la dépendance, au-delà de la différence. Donc là, je vous liste de manière non exhaustive tout ce qu'on peut utiliser en EHPAD pour pouvoir créer des passerelles pour que toutes ces personnes se rencontrent. Mais ça nécessite quand même que tous les acteurs de l'EHPAD soient sensibilisés dans leur formation initiale ou continue. Alors, je parle bien entendu des aides-soignants, mais aussi des paramédicaux, des médicaux et même du personnel administratif à plusieurs choses. L'importance de ne jamais figer les pratiques, de rester toujours en mouvement, d'avoir et de défendre des espaces de parole pour qu'on puisse continuer à penser l'accueil du résident et de toute sa différence. Et tout ceci pour permettre de se rendre totalement disponible à l'autre. Et ça passe par des groupes de parole, des commissions éthiques, d'autres groupes de réflexion. Il y a probablement des choses très bien qui se font dans différents EHPAD. L'importance aussi de ne jamais imposer son propre système de croyances personnelles à l'individu qu'on soigne. Entendre et rencontrer l'autre là où il se trouve. Et la pratique de l'hypnose nous l'enseigne beaucoup. S'appuyer sur les ressources du patient, du résident, de la personne qu'on accueille. Et je pense que dans ces champs-là, l'étude de l'ethnopsychiatrie et de l'interculturalité peut nous permettre de trouver beaucoup de solutions. Et donc tout ça, j'ai bien conscience, un équilibre très subtil qu'il faut encore plus profondément inscrire dans l'identité soignante. Merci Ariane. Là, je m'adresse à Madame la députée. Toute société fait preuve effectivement d'une part d'injustice, de cruauté, d'ostracisme envers les plus vulnérables, les handicapés, les accidentés de la vie, c'est ce que vous évoquiez. Alors face à cette réalité, comment construire une société plus inclusive ? C'est vrai que, contrairement à ce que dit Rousseau, on a l'impression dans notre société que ce qui vient spontanément, ce n'est pas toujours la bienveillance à l'égard d'autrui et le sentiment d'empathie. Est-ce que l'homme est naturellement bon ? On n'en sait rien finalement. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de poser des normes, de poser des règles. Et de manière à ce que si certains peuvent spontanément ou parce que leur conscience leur impose être bienveillants et être tolérants et respecter autrui, s'ils ne le font pas spontanément, je pense qu'il est important que la loi pose des limites, pose des règles. Et si je reviens toujours à la question du handicap, par exemple, eh bien, on a vu qu'il devait y avoir un pourcentage de personnes handicapées employées. Ce n'est pas forcément efficace, puisqu'on n'arrive jamais à avoir ce pourcentage atteint, mais au moins ça fixe la norme qui est qu'on doit pouvoir employer les personnes handicapées. De la même manière, me semble-t-il, pour les enfants petits aussi, eh bien, il y a des devoirs qui sont impartis aux parents si spontanément ils n'ont pas, il ne faut pas comme il faut pour leur enfant. Je crois que de la même manière, pour nos personnes âgées, eh bien, c'est normal quand on est dans une société développée qu'on fasse les efforts nécessaires pour que les gens puissent vieillir et s'éteindre dans le respect de leur dignité. Parce que justement, quand on a été quelqu'un qui a eu un certain nombre d'accomplissements dans sa vie, qui a réussi un certain nombre de choses, qui a été respecté, qui a été parfois admiré, je pense que c'est très difficile de se rendre compte qu'on ne peut plus, qu'on a des pertes de mémoire, qu'on n'arrive plus à faire des choses. Et par conséquent, toute la difficulté de votre métier, toute la difficulté de notre société, c'est à la fois de prendre en compte cette vulnérabilité nouvelle et en même temps de respecter la dignité des gens.
pour ne pas leur faire comprendre qu'ils sont, comme ils disent parfois, des déchets ou qu'ils ne comptent plus. Donc, on a cette obligation d'avoir des lois et des textes qui prennent en compte ces personnes vulnérables. Et je crois que notre société, qui est heureusement une société quand même assez développée, qui est une société finalement, quoi qu'on en dise, assez riche, eh bien, elle a besoin de consacrer les fonds nécessaires et les règles nécessaires pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de son parcours en étant respecté dans des conditions décentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans un EHPAD, on voit bien que ça n'avait rien à voir avec les hospices qu'on avait pu connaître il y a 50 ans. Donc, on est déjà sur cette volonté d'essayer de respecter les gens à tous âges, et je pense qu'il faut continuer. Et il faut que dans la loi, ce devoir de solidarité, que les budgets soient inscrits, que les budgets nécessaires soient consentis. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une collaboration entre l'État et les collectivités pour pouvoir y parvenir. Et c'est vrai que selon que vous êtes dans une collectivité assez aisée comme la ville de Paris, où il y a des services sociaux importants, il y a des budgets importants, ou que vous soyez dans des petites collectivités, votre situation peut être un peu différente. Mais justement, le rôle de la puissance publique et de l'État est d'arriver à faire une péréquation pour qu'il y ait de part et d'autre, quel que soit l'endroit du territoire où on habite, pour qu'on puisse accéder à un certain nombre de services essentiels vous permettant de vieillir dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est vraiment l'honneur de notre société que de prendre en compte ces évolutions, de faire le nécessaire, parce que, comme vous l'avez dit, un jour ou l'autre, les uns et les autres, sauf si on a une fin brutale anticipée, mais on sera amené sans doute à vivre âgé. Et par conséquent, il faut le faire dans de bonnes conditions et en étant pris en compte avec tout le respect nécessaire. Merci, merci Madame Florence-Bas. J'ai vu que Madame Marianne Manchon, quand vous parliez budget, elle prenait beaucoup de notes. Oui. Éric, vous êtes fidèle au passé, en pratiquant un art oratoire ancestral, mais vous êtes également résolument tourné vers l'avenir. Alors parlez-nous du projet Rhapsodia IA. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la voix, l'interprétation orale, toutes ces choses-là, de textes écrits et appartenant à la tradition, offre des capacités de transmission tout à fait considérables. Alors tout le problème, c'est qu'il faut que l'intervenant soit là. Bon, c'est très bien et heureusement pour moi. Alors, mais j'ai songé déjà depuis très longtemps à voir de quels moyens, comment la technologie nouvelle pouvait utiliser ce concept. J'ai fait pas mal de tentatives avec des institutions, avec des grosses sociétés d'informatique. On se heurtait quand même à la limitation de la machine, que ce soit la vidéo en captation ou que ce soit le programme pédagogique. L'interaction était assez limitée. Bon, depuis quelques années, là, nous avons vu apparaître des puissances à même de dépasser ces limites. Donc j'ai aussitôt trouvé des partenaires, une start-up qui est spécialisée dans l'éducation et le numérique, et qui s'est mis en quête de monter des dossiers, qui s'est adressé à la région, qui a obtenu gain de cause. Et donc, dans ce projet pédagogique, alors qui peut s'appliquer évidemment dans le cadre d'une EHPAD ou autre, eh bien, le spectacle en lui-même, qui constitue un travail, n'est-ce pas, de plusieurs années, hein, eh bien, c'est un contenu. Et ce contenu, il peut être capté, bien sûr, restitué. Alors, je vous l'ai dit, la vidéo a ses limites, mais nous avons maintenant la 3D, et qui offre beaucoup plus de capacité de retransmission de l'effet, beaucoup plus proche du vivant. Il y a la réalité virtuelle, il y aura l'holographie dans quelques temps. Eh bien, on utilise des séquences de ces spectacles, hein, j'en ai 25 à peu près,
et qui sont traités par une intelligence artificielle, excusez-moi du mot. Et cette intelligence artificielle qui est en train de se bâtir en ce moment, parce que nous avons un ingénieur très performant, eh bien, est à même, n'est-ce pas, de faire un enseignement absolument adapté à la personne. C'est-à-dire comprendre qui est cette personne, quels sont ses problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de groupe, il n'y a plus que des individus. Et donc, on peut là envisager que d'ici 2 ans à peu près, nous allons arriver à un prototype qui va servir de modèle pour l'enseignement de la littérature, la diffusion de la connaissance de la littérature, et que chacun pourra l'utiliser dans la mesure où l'intelligence artificielle comprendra à qui elle a affaire. Voilà. Très bien, merci Eric. Donc effectivement, dans 2 ans, une appli Rhapsodia IA par EasyProf. Voilà, c'est Itanova, EasyProf, la société. Et même question à Elodie. Quels sont les développements à venir pour le Perche Digital Senior, SMH, croissance, duplication? Alors, le projet Perche Digital Senior, quand on l'a mis en route début 2017, on s'attendait à ce que ça marche plutôt bien parce qu'il y avait effectivement des besoins qui avaient été relatés auparavant. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il marche aussi bien. C'est vrai qu'au bout de 2 ans et demi, on est quand même à 1100 personnes, un peu plus de 1100 personnes qui sont inscrites sur le dispositif, ce qui est énorme, parce qu'on est un petit établissement. Donc le but dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir pérenniser le projet sur le territoire Perche, qui est le nôtre, puis effectivement, après, d'essaimer. Sachant qu'on est un petit établissement, comme je disais, on ne pourra pas forcément nous faire des sessions dans tout le département. Donc le but, c'est de travailler avec d'autres établissements, de pouvoir leur passer une sorte de kit de passeur d'usage et de les amener à cette autonomie de projet qui permettrait d'essaimer le projet sur le département dans un premier temps. Et puis effectivement, après, autant que se peut, qu'il se développe le plus possible autres départements. Et puis dans un deuxième temps, on travaille avec le conseil départemental sur la mise en place d'un living lab des services à la personne, donc une sorte de lieu totem où on pourrait d'une part accompagner les startups dans le test d'innovation numérique au service du bien vieillir, d'autre part permettre à nos seniors d'être toujours acteurs, c'est-à-dire que c'est eux qui testeraient, qui donneraient leur avis. On pourrait permettre aussi des ateliers de co-construction et tout ce qui s'ensuit avec les seniors, les jeunes, les étudiants, aides-soignants, parce que nous avons aussi une section aides-soignants au sein du lycée. Et puis, d'avoir un petit plateau domotique et vraiment de continuer à faire ces initiations numériques qui sont plus que nécessaires, puisque tous les jours, on reçoit une tonne d'appels pour pouvoir participer aux ateliers et que malheureusement, pour l'instant, on a dû un petit peu bloquer avant de reprendre les inscriptions en septembre prochain. Voilà. Merci beaucoup Ipchi, sincèrement bravo. Alors, et tu me disais que ça commençait à essaimer, y compris en région centre, hein, c'est ça? Donc vraiment c'est remarquable. Autre question cette fois à l'attention d'Ariane, et pour résumer un petit peu certains de nos propos, quels sont les bénéfices thérapeutiques et psychologiques des activités intergénérationnelles, tant chez les personnes âgées que chez les jeunes? Alors effectivement, on voit dans le champ de l'accueil des personnes âgées de nombreuses initiatives intergénérationnelles et il suffit simplement de voir un groupe d'enfants débarquer dans un EHPAD pour voir chez les résidents des langues se délier, des corps se redresser, des attitudes et des réflexes se retrouver. Même des savoirs se transmettent de manière totalement spontanée. Donc les bénéfices chez les tout-petits et les bénéfices qu'on peut voir dans les rencontres entre les tout-petits et les très âgés sont évidents. En revanche, moi, je me pose régulièrement la question des rencontres entre les autres générations et les personnes très âgées. Depuis 5 ans, je ne cesse de rencontrer des quinquagénaires, des sexagénaires qui installent leurs parents en EHPAD et qui sont toujours très surpris de voir les problématiques qui sont liées au grand vieillissement, à la grande dépendance,
Et souvent, la prise de conscience, elle génère beaucoup de problématiques, des conflits familiaux, de la culpabilité, parfois de l'agressivité, bref, tout un tas de choses qui appellent à la souffrance. Et du coup, j'ai repensé à une... Donc, je ne parle même pas des trentenaires et les plus jeunes qui s'imaginent un univers très très lointain et presque irréel. Et en fait, j'ai repensé à ce groupe de jeunes volontaires d'unicité que j'avais encadré en 2015. Donc, c'était 5 jeunes volontaires qui réalisaient leur service civique, tous âgés entre 18 et 24 ans. Et donc, ils avaient des missions de visite de courtoisie aux personnes âgées isolées, et puis d'autres actions d'animation. Et ils devaient réaliser un projet de grande envergure. Et devinez ce qu'ils sont allés faire, sans que je ne suggère quoi que ce soit, parce que j'ai toujours des idées derrière la tête. Ils sont allés faire un recueil de mémoires filmé. Et ça a donné lieu à une grande projection lors d'une après-midi festive. Et au moment du débriefing de fin d'année, on a pu voir que très spontanément, très naturellement, ils étaient allés à la recherche de savoir, à la recherche de connaissances, à la recherche de choses qu'ils ignoraient. Ils ne savaient pas trop de quoi, mais ils étaient partis à la recherche de quelque chose. Et ils ont pu expliquer à quel point cette année, pour eux, parce qu'ils sont restés quand même 1 an, 9 mois parmi nous, à raison de 2 jours par semaine, c'est quand même une présence assez présente. Et du coup, ils ont pu expliquer à quel point pour eux, cette année avait été riche pour leur cheminement personnel et aussi professionnel. Et l'une d'entre elles est devenue directrice de centre de loisirs. Et elle est revenue 2 ans plus tard, à sa demande, accompagnée d'un groupe d'enfants pour une après-midi festive. Voilà, donc comme quoi elle avait cheminé, elle s'était imaginé à quel point ça pouvait être important de réaliser ce genre de choses. Et comme on aime les citations visiblement sur cette table, il y a un cinéaste français, Marin Karmitz, qui disait que ne pas transmettre, c'était castrer l'avenir. Et moi, je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et j'ai tendance à dire, j'aime bien le penser et j'aime bien en parler, c'est que tant que les jeunes générations, les jeunes générations doivent comprendre qu'on ne vit pas dans un monde neuf. Et le jour où ils comprendront ça, où ils seront en mesure de pouvoir le comprendre surtout, ils pourraient s'éviter plein de déboires. Merci à toi. Dernière question à l'attention de Madame Paul-Angevin. Alors, c'est vrai qu'on décrit souvent la France comme un pays en déclin, frileux, recroquevillé sur lui-même. Or, les initiatives, les réussites qu'on a évoquées là pourraient nous inciter tout de même à l'optimisme, non ? Oui, tout à fait. Il y a une grosse différence souvent entre la France que nous connaissons, la France, les quartiers où il y a ici énormément d'initiatives extrêmement intéressantes, et le sentiment général des Français qui est terriblement pessimiste. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a une sorte de désamour finalement de la réalité du pays dans lequel nous vivons. On l'a beaucoup vécu cette année avec les Gilets jaunes. Et j'ai eu récemment à lire dans la revue des Deux Mondes, il y avait tout un dossier sur la haine, les haines françaises. Et où effectivement on déteste les riches, on déteste ceci, on déteste cela, on déteste les Noirs, les Juifs. Et finalement, ça fait 2 pays assez différents finalement, entre le pays courant, de tous les jours, les gens qu'on voit, et puis les autres qui, et notamment, il faut le dire, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bizarrement, on disait que les personnes âgées ne connaissaient pas suffisamment Internet et avaient du mal, mais et ça a été pour les jeunes une espèce de liberté totale que d'accéder aux réseaux sociaux, d'avoir des tas d'amis. Moi, j'ai 7000 amis sur Facebook, etc. Mais souvent, c'est peut-être mieux d'en avoir 20 dans la vraie vie que d'en avoir 7000 sur Facebook, parce que là, évidemment, c'est des rapports un peu déshumanisés. Et justement, ce qui est frappant dans notre société aujourd'hui, c'est que justement, toutes ces tendances à la haine, à l'exclusion
que les gens n'arrivent pas à exprimer peut-être dans la vraie vie, eh bien, ça s'est déversé beaucoup sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un texte qui me semble très important, qui est un texte pour lutter contre les contenus odieux sur Internet. C'est vrai que les grandes sociétés, Facebook, etc., eh bien, il faut qu'elles soient obligées de faire un peu la police et qu'on ne retrouve pas sur Internet tous ces discours venimeux qu'on pouvait autrefois trouver dans une certaine presse et qui aujourd'hui ne peuvent plus être dans la presse puisque la loi encadre l'expression dans la presse. Donc là, souvent quand on a démarré sur cette réflexion, on a dit mais pratiquement c'est impossible d'endiguer les flots de haine sur Internet ou les propos odieux sur Internet. Or aujourd'hui, je pense que les grandes sociétés elles-mêmes ont compris qu'elles avaient absolument intérêt elles-mêmes à essayer de faire un peu la police, parce que ce n'est pas à la gloire de Facebook ou autre si non seulement il y a des propos racistes, si des racistes peuvent tenir tribune là-dedans, si des gamins sont harcelés parce que sur les réseaux sociaux, on dit souvent beaucoup de mal d'eux et par conséquent, ils se sentent humiliés par ce qu'on peut dire sur Internet. Donc, il est très important qu'on arrive là encore à policer ça. Et donc, on va, à partir de la semaine du 3 juillet, travailler sur cette loi. Et il me semble que l'idée de responsabiliser tous ces grands réseaux qui permettent de propager la haine est quelque chose d'extrêmement important. Deuxième élément aussi qui sans doute sera une loi à examiner pour que nous puissions vivre plus en sérénité, ce sera de faire le bilan de cette fameuse loi sur mourir dans la dignité, en fait, qui a été votée il y a 2 ans et qui, on le voit avec l'affaire Vincent Lambert, laisse quand même place à beaucoup de moments difficiles. Donc on a des mesures comme ça à prendre pour arriver à réglementer ou policer les moments les plus difficiles. Mais justement, il me semble que tout ce qui est fraternité, tout ce qui est relation entre les hommes, là c'est peut-être autre chose. Il y a beaucoup des initiatives individuelles et je dois dire que nous avons la chance donc d'être dans un quartier qui est un quartier à la fois compliqué, très diversifié, mais où il y a pléthore d'initiatives pour que les gens se voient, se rencontrent, jardinent ensemble, cuisinent ensemble. Et il me semble que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à se faire vivre le lien entre des gens qui au démarrage sont extrêmement différents. Merci, merci à vous. Merci Madame Blanchemar. Serge, j'ai peur qu'on soit un peu contraint par le temps pour prendre des questions. On en prend une. Il faut cibler. Hein. À partir de quel âge peut-on être considéré comme une personne âgée? Très bonne question. On est âgé à 65 si on est très malade et à 80 si ça va bien. Alors c'est un débat qui existe depuis qu'on a inventé les normes. Finalement, à partir du moment où on met des normes, est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans? Et d'une certaine façon, et c'est amusant votre question parce que une grande partie de ce qui a été discuté là était justement sur la question des normes. On a besoin de certaines normes. S'il n'y a pas de feu rouge et de feu vert, c'est difficile quand même de rouler ensemble, justement. Et en même temps, il ne faut pas non plus trop de normes parce qu'elles nous enferment. Ou peut-être que le plaisir des normes, c'est de pouvoir parfois les effreindre un peu. Mais c'est dans le un peu. C'est comme vous parliez tout à l'heure d'universalisme. Il faut de l'universalisme, parce que sinon il n'y a pas de vivre ensemble, il y a des règles. Je ne sais pas, l'égalité femmes-hommes, ça fait partie d'un certain universalisme, mais qui est récusé par d'autres cultures. Mais on considère que vous êtes en France, vous devez jouer le jeu des règles qu'il y a en France, et par exemple celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et bien sur l'âge, c'est un petit peu pareil. Il y a des normes, il y a la norme de la sécurité sociale, 60 ans jusqu'à 59 ans et 364 jours, on est un individu normal, le jour des 60 ans, on devient un vieux. Bon, est-ce que c'est la bonne norme? Et on voit bien que dans les têtes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et que dans la société, je crois que ça a été dit plusieurs fois dans cette magnifique table ronde, c'était que finalement la société, elle bouge plus vite ou plus fortement que certaines institutions ou que certains regards très puissants. Et que, heureusement, une société se décide pas du haut. Alors ça, c'est un débat sociologique, idéologique extrêmement fort. Il y a des gens, on y a assisté beaucoup avec le gouvernement actuel, qui pensent que tout se décide du haut. Et puis, il y a une culture qui a été extrêmement défendue par beaucoup de gens en disant la société, elle bouge par le bas. Et c'est souvent la société du bas qui n'attend pas le haut. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand il y a une rencontre entre les deux. C'est plutôt plus sympathique. Voilà. Mais il faut aussi parfois qu'il y ait des décisions. Vous disiez tout à l'heure des obligations, des normes. On a parlé de Rousseau et tout ça. Vous avez parlé de Ferry. Ferry, à un moment donné, il rend l'école obligatoire.
Donc on pourrait dire, ah, c'est pas bien, il a rendu quelque chose d'obligatoire. Mais c'est parce qu'il l'a rendu obligatoire que des enfants de 8 ans sont sortis des champs pour aller à l'école. Donc parfois, en effet, il faut des obligations. Et tout ce qui a été dit autour de cette table ronde, c'était autour de ça. C'est quelle liberté j'ai, quel équilibre je trouve. Et il y avait un concours de citations et tu as évoqué Lévinas. Et Lévinas parlait de la non-indifférence du prochain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Lévinas dit, attention, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit respecter tout le monde. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, Lévinas, parfois, il allait très très loin, puisqu'il disait la phrase la plus belle de la langue française, c'est « après vous, je vous en prie ». Sauf que si vous faites rentrer chez vous, après vous, je vous en prie, quelqu'un qui vous respecte, tout va bien. Mais si vous faites rentrer chez vous un barbare, qui va tout casser chez vous, ça ne marche plus. Vous voyez, donc le « après vous, je vous en prie » fonctionne que si on partage un certain nombre de choses. Si ces jeunes dans le Perche, c'était magnifique ce que vous avez dit. Si ces jeunes dans le Perche, qui sont parfois pas très valorisés, ainsi de suite, là, ils trouvent des gens en face qui les écoutent, et ainsi de suite, les choses avancent beaucoup mieux. Et même, je me demandais si, nous qui sommes toujours dans la difficulté de dire il manque des gens dans ces métiers, peut-être que certains lycéens dans le Perche auront envie d'aller travailler avec les plus âgés, et ainsi de suite. Donc on voit bien que tout dépend de la qualité de l'écoute, de la qualité de l'accompagnement, mais aussi des personnalités. Donc à tous les âges de la vie, monsieur, qu'on ait 60 ans, 80 ans, 90 ans, la question n'est pas de savoir si on est une personne âgée, la question est de savoir si on est une personne. Ouais. Mais vous savez très bien que maintenant on dit « Ah, il est âgé, ah, elle est très vieille, ah, elle est ci, elle est ça ». Il faudrait savoir, parce que maintenant au train, ça y va, à 55 ans on sera âgé, à 60 ans on nous mettra dehors, et après on reprendra du travail, etc. etc. Ça, ce serait une question à débattre politiquement. Moi, il y a encore une autre question. Alors, que je voulais suis désolé, poser. on va devoir, parce qu'on est contraint par le temps, donc je vais libérer nos intervenants.